Bonjour, bonjour. On est le 1er avril, on est à Tel Aviv, il est 13h44 et on a eu depuis ce matin 3 alertes. 4. 4. C'est Bienvenue. notre quotidien. Bienvenue sur notre podcast hebdomadaire, 6e épisode. De quoi on va parler cette semaine? Alors aujourd'hui, on va parler de la guerre. Étonnant. La guerre avec l'Iran, mais alors aussi avec, on va vous parler de ce qui se passe avec le Liban et les Houthis, c'est au Yémen. Exactement, on va faire un petit débrief et puis quelques petites anecdotes aussi peut-être. On va vous expliquer. On va vous raconter tout ça. Il y aura le budget, il s'est passé ça cette semaine. Oui, un petit point politique avec le budget qui a été passé. Donc, on va vous expliquer pourquoi ça veut dire que les élections auront probablement lieu à la date prévue. Et le vol, je pense qu'on va dire le vol total de 800 millions de shekels par le gouvernement. Leur dis pas. On va vous parler de la loi de la peine de mort qui est passée aussi. Ah, voilà. Et alors, on va essayer peut-être de faire un peu de débrief parce que je vois tout et n'importe quoi. Alors, on va vous expliquer. On va parler des violences en Palestine. Ouais. Des violences des attaques des colons contre des villages palestiniens en Cisjordanie. Parce qu'on n'en a pas parlé la semaine dernière et que ça fait plusieurs semaines et que ça a une implication énorme et qu'on sait que ça fait aussi beaucoup parler à l'étranger. Donc, on veut aussi vous donner notre avis de l'intérieur pour avoir aussi une autre perspective peut-être. Donc, c'est bon, là, déjà, ça va faire... Il y a du lourd. Ouais. On commence avec la guerre. On commence avec la guerre et on vous rappelle que ce podcast vous permet de... découvrir, redécouvrir, comprendre, vous faire peut-être aussi une opinion basée sur plus que ce que vous lisez sur Internet et ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, de la part de 2 franco-israéliens à Tel Aviv, de gauche, qui se battent pour qu'Israël soit une démocratie libérale avec des principes d'égalité et de paix. Et c'est vachement challenging, comme vous l'imaginez. Et on vous partage ça. Et on espère que ça vous intéresse. Merci pour ceux qui commentent sur les différentes plateformes. C'est super sympa. Continuez à nous poser des questions et à partager autour de vous. Et comme ça, on va pouvoir partager nos... Voilà quoi. Le but, c'est d'expliquer un peu Israël aux gens. Ouais. Ceux qui nous haïssent surtout, parce que nous, on sait, par exemple, pourquoi. Il y a des trucs, on sait pourquoi on les aime pas. Par exemple, Netanyahou, nous, on sait. mais par exemple, Guillaume Meurice, lui, il sait pas. Et donc, on va lui expliquer. Comme ça, il saura. Donc, quand il dit des conneries, oui, s'il nous écoute. Il nous écoute parce qu'il a que ça à faire. Et donc, il y en a qui parlent, mais ils savent pas. Et nous, on sait. Et donc, on est là pour vous expliquer. On espère, en tout cas. Comme ça, après, vous pouvez vous en servir pour mieux nous haïr. Ou pour vous faire une opinion. Moi, je pense que c'est déjà un bon début. Une opinion avec basée sur... Parce que l'autre jour, j'ai eu un retour sur quelqu'un qui me disait ouais, mais quand vous faites des commentaires shlilim négatifs sur Israël, les gens, après, ils vont s'en servir de ça. Et ça, tu vois, c'est un truc qui revient souvent. C'est-à-dire que quand tu es israélien et donc... Il ne faut pas laver son linge sale en public. Oui, il ne faut pas taper, donc il ne faut rien dire. Tout le monde, il est beau et tout le monde, il est gentil, alors que ce n'est pas du tout la situation, encore une fois. Non, mais il y a une complexité. Oui, bien sûr, c'est complexe. Évidemment qu'il y a une complexité, parce que quand toi et moi, on critique notre gouvernement... Mais oui, on a le droit. Nous, on a le droit, puisqu'on fait partie de la juiverie internationale. Donc, c'est entre nous. Ronnie, je sens qu'aujourd'hui, il va falloir... Pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, qui découvrent Ronnie, on fait beaucoup de blagues. C'est la cabale. Ça y est, on les a eus. Il y a beaucoup d'ironie et de satire. Donc, on fait appel à votre esprit critique. On commence donc, tu l'as dit, avec le point sur cette guerre. On en est au jour 33. Voilà. Donc, ça fait 33 jours que nous, on se mange des missiles balistiques tous les jours. Pour ceux qui ne s'imaginent pas ce que c'est la première fois, c'est des missiles qui ont une tête entre 500 kg et 1 tonne, qui arrivent, qui sortent de l'atmosphère presque et qui retombent sur ta tronche. Et ça t'arrive ça plusieurs fois par jour. Imaginez, vous êtes à La Rochelle, tranquille, assis à un petit bar, tout d'un coup, sirène. Est-ce que quelqu'un nous écoute à La Rochelle ? Mais bien sûr.
on a toute la juiverie de La Rochelle qui nous suit. Arrête de dire jury, c'est terrible. C'est exprès. C'est pour Guillaume Meurice. Je sais pas pourquoi, il m'énerve. Parce que je lis des fois des trucs et je me dis, mais ce gars. Faut pas se Il y en a- polluer. il y en a, se polluer Il y en a, la tu te tête. dis, mais qu'est-ce qu'ils ont. Bref, imagine, tu es à Orléans, à ton café, Ma et tout d'un famille coup, est à Orléans. tu vois, Déconne pas. et tu es là, il fait beau, tu regardes le lac, et tout d'un coup, tu as une alerte, et tu sais que c'est un missile qui arrive d'Iran, et tu sais qu'il y a beaucoup de chances pour qu'il te tombe sur la tronche, donc tu as vraiment quelques minutes pour aller te planquer. Et quand je dis planquer, c'est descendre dans un bunker. Et ça fait 33 jours que ça nous arrive, au moins Et il faut que vous compreniez que au moins 4. environ 45% de la population israélienne n'a pas d'abri chez bunker, eux, de bunker chez eux. Donc en fait, Donc faut ils doivent courir au bout de la aller rue, faut aller au il y a des bunker. villages qui n'en ont pas du tout d'ailleurs. Ça c'est aussi un manque de responsabilité Ouais. totale. Mais tu sais, d'ailleurs en parlant de ça, Donc ça use un peu quand même. je me suis dit, tu vois, parce que comme ils tapent un peu aussi, c'est pas que sur Israël, vous le savez bien, cette guerre, elle est aussi contre l'Iran, tape sur beaucoup de pays autour au Moyen-Orient, et c'est même arrivé, il y a même des menaces que ça arrive jusqu'en France, etc. Et j'avais une discussion avec mon père, et je lui disais, mais imagine, il y a la sirène, et que c'est pas le premier mercredi du mois, qu'il y a la sirène, déjà, je pense, panique, mais tu vas où, en fait? Je lui dis, tu descends à la cave. Tu sais, et je lui dis, parce que si tu dois aller jusqu'à Pasteur, le métro le plus près, ou Pau Volontaire. C'est même pas dans leur. Non, mais d'un seul coup, et mon père, mais j'en sais rien, d'un seul coup, et je me dis, mais tu te rends compte, en fait, Ils ont la même pas normalité, ça mais c'est la normalité de marée ne pas Tafana. savoir en Oui. 2026. C'est normal en principe dans où le monde tu entier. vas. Ouais, c'est fou. Sauf Bon, ici. Ici, c'est pas normal de pas Alors savoir. j'ai lu un truc, un chiffre officiel. Apparemment, si on n'avait pas en fait le kippa de Barzel, donc le dôme de fer pour nous protéger et le laser, etc., il y aurait à l'heure actuelle 30 000 morts environ de cette guerre. Oui, parce Donc que ça veut dire environ 1000 par jour. parce que encore une fois, il y a une dizaine de missiles balistiques qui sont envoyés sur Israël par jour. En gros, il y en a qui sont sur Tel Aviv, le sud, le nord. Je parle pas de ce qui se passe dans le sud qui est envoyé par le Hezbollah. Je parle juste de l'Iran. D'accord. Et donc, il y en a beaucoup qui sont interceptés. Donc, ils sont ou détruits en route, et donc ils tombent. Mais c'est que c'est les débris qui tombent. Donc, un débris de 500 kg sur la tronche, oui, ça fait des fer morts. brûlant. Mais au moins, ils explosent pas, certains. Et de Ouais. temps en temps, il y en a un, comme ce qui s'est passé à Dimona ou à Ashdod ou à Beersheva. Et quand ça tombe, Ou à 100 mètres de chez moi. oui. Là, ce matin, Ou- c'est tombé à Tel Aviv. C'était au bout de la rue, Ouais, de chez toi. à côté de la plage. Mais c'est un débris. Ouais, mais je suis pas sûr que ça soit un débris. Tu sais, c'est peut-être les. les têtes, les têtes, qui se divisent. Ouais. On est des pros de la tête. Oui, parce qu'en fait, donc, ce que Ronnie vous expliquait, c'est donc des missiles balistiques, mais il y en a aussi qui sont totalement interdits par le droit international, qui ont pour but de faire le plus de victimes civiles possible et qui ont en fait ce qu'ils appellent en hébreu une tête qui se divise, c'est-à-dire que Déflagration, non. Non, c'est pas le mot. d'un seul missile qui est envoyé, en fait, au bout d'un moment, il va se libérer. Vous avez peut-être vu des images assez impressionnantes sur les réseaux sociaux la nuit, par exemple, où on voit une sorte de pluie comme ça, comme un feu d'artifice, sauf que c'est pas du tout un feu d'artifice, avec une cinquantaine de petites boules de feu. Et chacune de ces trucs-là, en fait, elle est avec plusieurs dizaines de kilos d'explosifs. Et ça, en plus des débris, ça fait énormément. Et c'est ça qui tombe beaucoup à Tel Aviv. Ouais. Et en dehors du nord, qui se prend donc des pluies de missiles en permanence depuis le Liban, nous, à Tel Aviv, on est les plus ciblés. C'est aussi ce qu'ils ont publié aujourd'hui. On est les plus ciblés depuis le début de la guerre. En parlant de droit international. Ouais. Et voilà, on en est là. Et des soldats qui vont passer Pessah avec le Seder au Liban. Donc cette semaine, on a donc l'intensification de ce qui se passe au Liban. Donc on a l'armée israélienne qui continue son insertion au sud du Liban et qui essaye de repousser le Hezbollah. Donc si vous entendez qu'Israël essaye d'envahir le Liban, non. On n'est pas là. Non, c'est pas le but du jeu. Non. C'est genre, imaginez-vous... Je me dis, est-ce qu'il faut qu'on explique? Mais en fait, non, mais en fin de compte, imaginez-vous que, par exemple, vous êtes à la frontière espagnole et que les Espagnols vous envoient des missiles, mais depuis
mais depuis des années. Ils n'arrêtent pas. Et donc, un jour, vous vous dites, bon, on en a marre, les gars. Imaginez que les Corses vous attaquent. Et donc, vous allez aller en Espagne pour essayer d'un peu faire le ménage, mais après, vous rentrez chez vous. Le but, c'est pas d'envahir l'Espagne. Le but, c'est d'amoindrir, si c'est pas possible de l'atténuer, de l'anéantir, la menace directe de ces groupes terroristes qui sont à quelques centaines de mètres, même parfois, il y a même plus proche que 100 mètres. Non, des fois, ils sont franchement Voilà. à la Et frontière. qui, en fait, l'idée, en fait, c'est de repousser les populations civiles et donc le Hezbollah qui se cache au sein des populations et qui s'en sert de bouclier humain, de les pousser vers le nord, pour agrandir l'espace où il n'y a plus de combattants terroristes. Et puis aussi, surtout pour réussir à ce qu'ils arrêtent de tirer. Il y a un certain range, surtout les missiles anti-tank et tout ça, parce qu'ils servent beaucoup de missiles anti-tank pour tirer sur des maisons. Oui. Et donc ça, ils mettent ça dans leur viseur et ils tirent. Donc ça, quand ils sont à portée courte, on va dire 2-3 km, il n'y a pas de problème. À partir du moment où ils sont à 20 km, c'est plus compliqué pour eux. Et donc, mais c'est, je crois, la 6e fois qu'Israël fait une opération comme ça sur ces 40-50 dernières années. C'est ça fait un moment, la même stratégie à chaque fois. Ouais. C'est le même résultat à chaque fois, où la sécurité, si elle revient, elle est absolument que temporaire. Peut-être que ça va être... je pense qu'on en est à un moment, on est à un moment où le Liban, ils se réveillent et ils se disent, il y a peut-être une opportunité. Parce que jusqu'à aujourd'hui, le gros problème du Liban, qui est un pays qui est pris en otage, c'est qu'ils avaient très peur des Iraniens. On l'a bien vu avec ce qui s'est passé là cette semaine avec l'ambassadeur iranien qui devait partir. Il devait le virer, donc ils lui ont dit, tu as jusqu'à dimanche pour partir. Et le gars, il leur a dit, Blanco, il leur a dit, non, je reste. Et donc, il est resté. Et donc, il est toujours là-bas, en mode, vous n'allez pas me dire où je vais. Et les Iraniens, ils leur ont dit, et surtout ne vous approchez pas de l'ambassade iranienne, souvenez-vous qu'on a des missiles balistiques. Donc les Libanais, ils ont super peur de l'Iran, puisque c'est eux qui arment le Hezbollah. Mais là, comme il y a cette guerre, ils se disent, peut-être que c'est le moment de faire quelque chose et de reprendre notre pays. Et tu commences à les entendre. Et t'entends aussi les Français un peu, parce que les Français, je sais pas pourquoi, Macron, il a un truc avec le Liban. Tu sais pas pourquoi ? Tu sais pas pourquoi ? Bah si, quand même. C'est son truc, le Liban. Ouais, bon, c'est les intérêts de la France au Liban, mais donc peut-être qu'il y a une opportunité là à désarmer le Hezbollah. Mais enfin, c'est pas Israël, encore une fois. Je vois pas l'armée israélienne aller de maison en maison chercher les Kalachnikov et les lance-missiles du Hezbollah. Il va falloir qu'il y ait un accord de paix ou un accord dans les villages. Voilà, dans les villages. Mais il y a un moment, moi là où je suis tout à fait d'accord avec toi qu'il y a une opportunité, on en avait déjà parlé dans un des épisodes quand il y avait la proposition du président libanais de faire une négociation directe avec Israël pour la première fois. On a bien vu le résultat. Le gouvernement israélien ne donne pas suite. Macron, il peut gesticuler autant qu'il veut, ça n'a aucun impact. Et là où tu dis que le peuple libanais est pris en otage, je ne veux pas dire que c'est pas le cas, mais il faut aussi quand même, remettre les choses dans leur contexte, où un pays est capable de mettre en place des choses pour se débarrasser d'une force terroriste au sein de son pays. Ouais, mais ils n'ont pas la force. Et alors Macron, il se réveille que maintenant, ça fait pas 80 ans que c'est comme ça. Non, c'est clair, mais l'armée libanaise, encore une fois, elle a pas la force de frappe qu'a le Hezbollah. Ils sont moins forts. D'accord, mais pourquoi maintenant pourquoi ça serait à nous de le faire ? Parce que c'est nous que ça fait chier vraiment. On protège les habitants du Nord, on protège notre sécurité. Mais Macron, pourquoi il se réveille maintenant ? Pourquoi ça fait combien de temps qu'il est au pouvoir ? Pourquoi sur son premier mandat, sur son deuxième mandat ? Pourquoi si c'est quelque chose qui est tellement important pour lui et qui peut vraiment être utile, je dis pas ça avec cynisme. Tant que ça tapait sur Israël, il s'en foutait un peu. À partir du moment où c'est renversé, après le 7 octobre, ce qui s'est passé, c'est que
les frappes, elles ont été faites sur Israël du Liban. Mhm. Et donc, on en parlait la semaine dernière, on a évacué le nord d'Israël. Et là, ce qu'ont dit les Israéliens, c'est que non, on va évacuer le sud du Liban. Et donc là, ça fait chier les Libanais ça fait chier aussi les Israéliens qui se mangent les missiles. Mais bon, c'est les civils libanais qui sont beaucoup touchés. Et bien évidemment, ça réveille Macron, j'imagine. Ouais. Mais est-ce qu'il va faire quelque chose? Je pense pas. Mais je sais pas. Peut-être dans l'absolu. Peut-être que Trump il va réussir à les faire sortir de leur longue sieste et qu'ils s'occupent un peu de faire le boulot. Mais Je sais pas. Pour l'instant, moi, je vois tous les jours des annonces de soldats qui sont morts au combat au sud Liban. Des soldats qui vont pas faire Pessah avec leur famille parce qu'ils sont envoyés pour la je ne sais combienième fois, des Milouim, donc des gens en réserve qui sont bénévoles au final, qui quittent leur famille, leur job, etc. pour la je ne sais combienième fois, pour aller se battre pour la je ne sais combienième fois au sud Liban et à Gaza, parce qu'il y a peur à chaque rag, il y a peur qu'il y ait une escalade de violence, donc on renforce. Et quand on se voit en plus ce qui se passe en Iran, avec Trump qui depuis quelques jours dit ouais on va pas encore rester très longtemps en Iran, mais Netanyahou qui fait t'as vu son discours hier? on en parlera ça, en parlant du budget. Le discours de Netanyahou, c'est un sujet c'est un en spectacle de lui-même. guignol pour enfants. Tu vois, par rapport à l'Iran même, c'est-à-dire je te rappelle que quand on a commencé à parler de l'Iran, et je pense que c'était très représentatif de toute la société israélienne, on était vraiment derrière les troupes en se disant on va faire tomber le régime des mollahs et de cette façon-là, on va vraiment changer la dynamique, on va anéantir le moteur du terrorisme mondial et des dangers réels et des menaces imminentes sur Israël avec ses proxys au Liban, à Gaza. Et du coup, on se disait, ok, donc là, on fait une guerre qui est vraiment différente. Là, aujourd'hui... Il y a peut-être une chance encore. Parce que Trump, tu peux pas savoir avec ce qu'il raconte. Il dit un truc Trump, et maintenant, il dit il est le en train de contraire. dire on va réussir à sa Touna de Nitzachon, son image de victoire. Maintenant, ce qu'il dit ces derniers jours, c'est on va réussir à faire réouvrir et avoir des parts dans le détroit d'Ormuz. Enfin, c'est juste parce qu'il est allé tellement loin et que c'est tellement la merde avec le prix de l'essence et tout, que maintenant sa victoire, mais alors quoi, il est venu, c'est vrai ce que les gens disent, tout ce spin sur en fait Trump depuis le départ, c'était pour les ressources de l'Iran, genre comme Bush avec l'Irak. Enfin, Là, s'il s'arrête tout de suite, là, et de toute façon, il est perdant. Donc il peut pas s'arrêter. Il peut pas s'arrêter là comme ça. Parce qu'il ressort d'un mois de guerre dans une plus mauvaise position que dans celle où laquelle il est entré, puisque les Iraniens, depuis 2 semaines, là, ils font un embargo sur le détroit d'Ormuz. Donc c'est eux qui décident bah oui. le prix du pétrole. Donc s'il laisse ça comme ça, il va être vraiment le gros loser de cette guerre. Donc il ne peut pas se le permettre même au niveau politique. Donc je ne pense pas qu'il va arrêter. Je pense pas qu'il va arrêter comme ça. Je pense qu'il parle, et puis derrière, tu vois que les soldats, ils arrivent quand même. Parce que tu vois que les troupes américaines, elles arrivent. Ouais. T'as vu les images de la mer là, par des drones, où tu vois ça fait vraiment guerre totale, quoi. Ils sont pas là pour. Donc il va se passer un truc. De toute façon, Tu penses qu'ils vont prendre l'île? Je sais pas s'ils vont prendre l'île ou quoi que ce soit, mais je pense que les Iraniens, ils ont beaucoup à perdre. Et moi, ce que je trouve incroyable, c'est qu'ils sont en mode ouais, c'est nous qui décidons et tout ça. Je l'ai vu là, le porte-parole de la RJC qui parlait. Le gars, il est en mode victoire totale et tout. Et je pense qu'ils se rendent pas compte dans la merde où ils sont, quoi. Ils se rendent pas compte. Tu penses? Ah ouais. Parce que ce qui se passe en Iran, enfin, au niveau militaire, c'est juste le début, quoi. C'est-à-dire que l'armée israélienne et l'armée américaine, pour l'instant, ils n'ont pas tapé sur des trucs super importants. Ils ont tapé surtout sur des bases de l'armée. Il y en a qui sont vides, les trucs de la RJC, tout ça. Ils ont tapé sur des symboles militaires. Ils essayent de taper sur tout ce qui est ressources militaires, donc drones, missiles et tout ça.
Mais ils n'ont pas tapé sur les infrastructures du pays. Non, C'est-à-dire, il y a encore l'eau, bien le courant sûr. et tout ça. Ça peut aller très très mal, très rapidement pour l'Iran. Oui, après, tu as vu que un des responsables iraniens a dit que, je ne sais plus si c'est le président ou un autre, mais que la situation économique était catastrophique et qu'il fallait se préparer à une crise. Tu vois, vraiment, Ouais, ils mais les gars, annoncent que, ils parlent, et puis après, ils vont se faire renverser par des plus jeunes qu'eux, qui vont je dire, sais pas, il y bon, a on en a toujours pas peut-être un peu marre. Internet, il y a toujours pas, enfin, tu vois, le mouvement de foule attendu, au final, Je pense que plus ça dure et plus les Iraniens ils ont à perdre et ça fait ça fait le jeu des Israéliens et des Américains. Mais je dis bon, ça, l'avenir nous le dira. En tout cas, nous, je on dis ça, je dis continue à rien. recevoir les bons. Moi, cette J'ai semaine, un truc positif à te dire. Vas-y. Ouais, il y a un général ougandais Ah oui. qui a dit que si les Houthis ils se joignaient à la guerre, et ben lui il se joignait à nous. Enfin, il se joignait aussi à la guerre, mais du côté d'Israël. Il rejoint Il rejo- le camp d'Israël. Eh, eh, On il y aurait en dû a pas aller, beaucoup. on aurait dû aller en Ouganda. C'est le seul. Herzl avait raison. C'est le seul qui dit les choses comme qui. Le gars, bravo, monsieur. Nous d'ici, on vous dit merci. On ne Ouais, sait pas qui franchement, vous êtes. C'est incroyable quand il pense. ouais. Qu'en fin de compte, tu sois soutenu par aucune démocrate. Enfin, tu vois. C'était un truc positif, non? Non, mais ça te fait réfléchir. Tu dis ouais, quand même. Ouais, bon, on a les Ougandais. Ouais. Donc on n'a pas l'Angleterre, on n'a pas la France, on n'a pas l'Allemagne. L'Espagne, t'as vu, a l'Espagne, arrêté n'en parlons pas. de faire survoler son territoire par les avions de militaires américains. Mais l'Espagne, Mais reçoivent un dignitaire sénégalais, si c'est pas le président, je sais plus, qui a fait passer une des pires lois contre les homosexuels récemment dans son pays. Et ça, pour le coup, l'Espagne, l'extrême gauche, n'a pas de problème. Hein, une loi totalitaire pour faire enfermer pour je ne sais combien d'années des homosexuels. On leur ouvre la porte, tapis rouge et compagnie en Espagne. Mais Khazve Khalila, que les avions américains, c'est même pas, je te dis pas rejoins-nous, je te dis rien, tu vois, qu'un avion américain qui vient se battre contre un des pires régimes totalitaires, extrémistes et dangereux du monde, ça, non. no gracias. Mais je pense qu'ils s'en mordront les doigts sur le long terme. Parce que les Américains, ils n'oublient pas après ces trucs-là. Tu vois, ils ont le petit carnet. Qui? Parce qu'en vrai, l'opinion publique américaine, ils Peu pensent juste au importe. pétrole. Hein. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Ouais. Il y a des vieux dossiers qui se rouvrent depuis la Deuxième Guerre mondiale. J'entends souvent parce que j'écoute, je lis la presse américaine, je regarde ce qui se passe sur Fox News, CNN, tout ça, New Yorker, bref. Et tu entends souvent des gens qui disent nous, quand vous étiez dans la merde en 41, on est venus. Et donc, c'est nos soldats. Moi, tu peux après expliquer pourquoi et tout ça, Pearl Harbor, tu peux faire Mais bon, ils sont quand même venus, les Américains. C'est quand même eux Bien et sûr. les Russes qu'on libère l'Europe. Ouais. Et donc là, ils leur disent, ils sont en mode, là, nous, on envoie nos bateaux, on envoie nos soldats s'occuper, encore une fois, de ce régime qui est un régime de fous, quoi. C'est eux, c'est presque les pires. Enfin, je sais pas, il y a peut-être la Corée du Sud, du Nord, excuse-moi. Et vous êtes là en mode non, on laisse pas les avions passer, on discute, on sait pas, peut-être qu'il aurait fallu discuter avec Raminaï, oui, l'assassiner comme ça, franchement, non, c'est genre, ouais, Hitler, on aurait dû après, discuter. il a été élu pour ça, tu vois, au final. Ouais, bon, bah, je te dis, ils s'en mordront les doigts. Ouais, enfin bon, ils nous ont aussi, avec Isabelle la catholique, tu vois, ils s'en mordent pas les doigts, hein, au final. Enfin, c'est qui Isabelle la catholique? Celle qui a converti de force les juifs. Ah oui. Tu vois. Ouais. Donc au final, peut-être que nous, les juifs, on s'en souviendra, mais je suis pas sûre que les nations... bon, en tout cas, l'Espagne, on est vénère. Donc voilà, ça c'est la guerre en ce moment. Petite anecdote. Alors moi, j'étais à une bar mitzvah. J'ai été sur le chemin pour y aller à Tel Aviv, donc j'ai dû m'arrêter dans la rue et descendre dans un immeuble où j'ai vu des enfants qui dormaient, les pauvres, le matin. Ça les a réveillés, ils dormaient dans leur bunker de leur immeuble.
un truc, une scène complètement délirante de gosses, juste qui vivent dans un bunker, quoi, en fait. Donc, moi, j'ai pas ça dans mon immeuble, il n'y a pas d'enfants, donc j'avoue que j'ai pas ces scènes-là, à part chez mes amis où je vois que ça leur arrive. Et en fait, on s'est mis à chanter, danser dans le Miklat, dans le bunker, avec les gens autour. À l'israélienne, les scènes qu'on aime bien voir aussi de gens qui font la fête, qui s'arrêtent pas de vivre, qui continuent. Et après, il a pu aller à la Sina, faire son office, on a pu fêter. Et après, il y a malheureusement eu plusieurs fois où on a dû aller à l'abri, mais la vie continue. Je pense que malgré tout, petite anecdote de cette semaine. Moi, j'étais au basket. Je sais pas si je t'ai raconté ça la semaine dernière. J'étais au basket et donc je me suis demandé déjà est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Je voulais pas y aller et puis après je me suis dit quand même je vais pas laisser les Iraniens me dire si je vais au basket ou si j'y vais pas. Donc j'y suis allé. Franchement, il y a des trucs, c'est pas vous qui allez me dire. Ok. Et donc évidemment on commence à jouer et donc là il y a l'alerte. Alors là, il y a la première alerte. Sur le téléphone. Sur le téléphone, celle qui te dit que tu as entre 5 et 6 minutes pour aller au bunker. Le bunker, il est pas loin de là où on joue. Et donc, moi, je vais pour chercher mon sac et pour aller au bunker. Et là, les gars, ils me disent « Non, mais oh, on a encore 5 minutes. » Je te jure. Et donc là, il y a une discussion qui commence entre ceux qui sont en mode « Bon, les gars, on va pas jouer pendant 5 minutes en faisant comme si rien ne se passait. » Et continuer à jouer. Et tu as ceux qui... mais de toute façon, le bunker, il est là. Enfin, il est en face. Donc, on peut continuer. Et s'il y a vraiment l'alerte, on y va. Alors, il faut préciser qu'à Tel Aviv, effectivement, on a 1 minute environ d'alerte avant que ça commence à vraiment exploser au-dessus de notre tête. Donc, donc tu as la première alerte. La première alerte, elle nous demande de nous rapprocher, voilà. d'améliorer notre position, c'est ça le terme, pour être à moins d'1 minute ou à quelques pas. Et la deuxième alerte, c'est la sirène. Donc vraiment, il y a les sirènes et tout ça, comme dans les films. Et là, tu descends dans les bunkers. Donc le débat, c'était sur ce temps-là. Voilà. Et donc, ils n'ont pas lâché l'affaire. Et comme on était 10, je voulais pas faire le gars qui se barrait et donc les laisser tout seuls. Et donc, on a continué. Et j'étais en mode... je faisais semblant de jouer, quoi. Pendant 5 minutes. Et donc, après, il y a eu l'alerte. Donc, je leur ai dit, alors là, vous êtes contents et tout. J'ai fait mon petit vieux. Et on a été au bunker. Sympa. Écoute, oui, on en est là. Donc, voilà, c'est pour les gars qui... Ouais. Voilà, on a fait le petit point sur la guerre, je pense. Et donc là, si tu veux, on peut attaquer le budget. On peut attaquer notre ami Netanyahou. Et la politique israélienne. Et la politique, et ce qui s'est passé cette semaine. Le budget. On peut commencer par dire que c'est Pessah et que je pensais à ça quand tu parlais de ton bunker et de cet enfant qui faisait sa bar mitzvah. Et c'est complètement surréaliste parce qu'on est censé aujourd'hui fêter donc, la sortie de l'Égypte. Du peuple des Hébreux. Voilà. Et en fin de compte, on se retrouve vraiment... Les Hébreux, mais les vrais cette fois. Le peuple hébreu, l'État hébreu. Et on se retrouve presque dans un ghetto où... Alors, je sais pas, pour ceux qui savent pas, pour sortir d'Israël en ce moment, il y a presque qu'une seule solution. C'est donc de prendre l'avion et de passer par Taba. Et donc, faut que tu passes par l'Égypte. Donc, c'est la sortie... De prendre l'avion depuis Taba. Oui. Donc, il faut aller en bus ou en voiture ou en je sais pas comment jusqu'à Eilat, passer la frontière. Ils ont d'ailleurs augmenté hier. Et donc, ils ont augmenté le prix. Et donc, tu as des queues d'Israéliens qui essayent de sortir d'Israël par l'Égypte, alors qu'on est... Donc, c'est super métaphorique parce que c'est Pessah, c'est censé être genre la sortie d'Égypte. C'est-à-dire donc vraiment les Hébreux qui, après 40 ans d'errance, arrivent en Terre Sainte. Et nous, on est là, on fait la queue comme des morts vivants, mais il y a des queues, tu as vu les photos, c'est des trucs, c'est super impressionnant. Et les Égyptiens qui se font une tonne de blé. Ouais, tant mieux, écoute, on va pas... Moi, je pense que quand ça va bien économiquement, il y a moins de raisons de faire la guerre. Tu vois, ça maintient la paix, c'est bien. Pour ceux qui ne sont pas allés au Sinaï, dans le Sinaï depuis qu'Israël a rendu le Sinaï, donc avant en fait la guerre de Kippour, il y avait vraiment un peu comme à Gaza avant le désengagement. Il y avait vraiment des kibbutzim, des villages israéliens dans le Sinaï.
Israël a rendu ce territoire pour faire la paix. Et aujourd'hui, les Israéliens adorent le Sinaï, il faut le Ouais, dire. c'est clair. Non, mais là, ils y vont pas pour aller au Sinaï. Alors, Ils y vont justement, pour partir. Donc, en temps normal, il y a toujours cette question de, dès qu'il y a un peu un danger ou un truc en Israël, de est-ce que c'est safe ou pas d'aller dans le Sinaï. Jusqu'à présent, je pense qu'on peut dire que sur les années depuis quand il y a la paix, c'est quand même super safe. Et là, tu as la moitié des Israéliens qui, du coup, n'arrivent pas à prouver des avions et que c'est trop cher. Exactement. Donc, ils sont quand même un peu, qui passent la frontière, mais qui restent dans le Sinaï. Et tu les vois qui disent, mais même dans le Sinaï, ça va. Hein. Et tu as les Israéliens qui ont même peur de passer par le Sinaï pour partir parce qu'ils disent il peut y avoir des nids d'espions iraniens, ça peut être hyper dangereux et tout. Donc, il y a en fait tout, comme tu dis, c'est hyper, je trouve, ironique. Ouais. Que autour de Pessah, les discussions soient est-ce qu'on passe par l'Égypte, est-ce qu'on passe pas par l'Égypte, est-ce qu'on va rester bloqué en Égypte, est-ce qu'on va rester dans le Sinaï, combien de temps on va rester dans le 40 Sinaï ans. Genre, tu sais, vraiment, ça va faire 40 jours. Donc, il y a un truc comme ça, effectivement, que tu notes très bien, où je trouve qu'on est quand même bien enfermé et que d'ailleurs, ils ont annulé, je crois que il y a des vols qui ont été annulés, même pour ceux qui essaient de partir de Jordanie. Donc, vraiment... aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont à Eilat et qui restent à Eilat aussi. Et pendant ce temps-là, comme dans un monde parallèle, c'est-à-dire pendant que tout ça arrive, c'est-à-dire pendant que les missiles tombent, les gens ils essayent de partir, de sortir, ils sont là, il y en a qui partent en bateau. Pendant ce temps-là, tu as le gouvernement qui manigance, qui manipule, qui font la nuit, littéralement la nuit, qui font passer des lois et qui, mais comme tu le disais quand on a fait l'ouverture, qui volent de l'argent. Carrément, quoi. Mais c'est incroyable. Alors, on va donner un peu de contexte parce que c'est complètement délirant. Et ce n'est pas une blague du 1er avril. En fait, ce qui se passe, c'est que donc, le gouvernement, selon la loi israélienne, a l'obligation de faire passer son budget annuel avant le 31 mars. Donc, là. Ouais. Si le gouvernement n'arrive pas, la coalition n'arrive pas à faire passer son budget, automatiquement, la loi israélienne dit qu'on doit aller... ça lance des élections, en fait. Ça lance les 90 jours au terme desquels il y a des élections. Donc, nous, on avait quand même un peu l'espoir que, pour des raisons de désaccord de coalition, le gouvernement n'arrive pas à faire passer son budget et que, du coup, la Knesset soit dissolue et qu'on aille vers des élections. Malheureusement, non seulement ça ne s'est pas passé, mais en plus de ça, ils ont fait une sorte de coup dingue où on vous en avait parlé, je crois qu'il y a 2 semaines, ils avaient déjà réussi dans les commissions de la Knesset à rajouter des milliards de shekels de coalition, donc des budgets qui existent mais qui ne sont pas... ils sont pas dirigés. En fait, on dit tel parti dans la coalition va avoir tant d'argent, il en fera ce qu'il veut. Donc, ils ont rajouté ces budgets-là pour que la coalition puisse faire ce qu'elle veut. Donc, je crois que c'est 6 milliards pour les Haredim, en plus des budgets habituels, des budgets pour les implantations, pour tous les ministères inutiles et complètement dingues des extrémistes dans cette coalition, etc., etc., etc. Et ça, on vous en avait déjà parlé il y a 1 ou 2 semaines parce que c'était déjà de la folie furieuse. Et là, ce qui s'est passé, c'est que en fait, la Knesset, elle a des journées où il y a les commissions qui travaillent, c'est 3 jours par semaine, et après, il y a des moments où c'est l'assemblée donc plénière qui se rassemble et qui vote. Et donc, très souvent, l'opposition aussi fait son travail et arrive à repousser en fait, à repousser les débats, et du coup, certaines lois n'arrivent pas à être votées à temps. Ok ? J'espère que c'est clair. C'est le job de l'opposition. Ils le font pas toujours très bien parce que c'est pas une opposition top. On en parlera quand il y aura plus la guerre et qu'on pourra reparler de comment on va perdre ou gagner les élections. Quand on n'aura plus que ça à faire. Voilà. Donc, on se retrouve à des situations, et c'est, j'imagine, impensable en France, 35 heures et compagnie,
d'avoir en fait des députés qui votent des lois en pleine nuit, des trucs hyper importants. Et là, en l'occurrence, le budget de l'État. Et là, ils ont non seulement fait ça la nuit, ils ont non seulement fait ça en ayant rajouté des milliards de shekels d'argent qui vont à des gens qui ne servent pas à l'armée, qui ne payent pas d'impôts parce qu'ils ne travaillent pas. Il faut savoir qu'une énorme partie des hommes ultra-orthodoxes ne travaillent pas et ne font pas partie de la force vive du pays. 50% seulement des femmes travaillent. Enfin, vraiment, ils ne payent pas d'impôts et en plus, ils prennent. C'est pour ça qu'on parlait déjà de vol, en quelque sorte, et que ça rendait fou les Israéliens. Et là, en pleine nuit, je ne sais pas toi, moi, je me réveille. Je capte qu'il y a un truc dingue parce que je vois 50 push, notifications et tout, Twitter et tout. Et là, en fait, je me rends compte que ce qu'ils ont fait, c'est que dans chaque commission, il y a un responsable de vérifier que la loi elle est écrite comme il faut. Voilà, et que ça va être... C'est un Yoamash, enfin, c'est quelqu'un qui est un conseiller juridique qui vérifie que... voilà, et si un député propose un truc complètement fou, son job, ça va être de dire, écoutez, ça va pas passer, la Cour suprême va devoir annuler votre loi, proposer autre chose, soyez plus efficace, soyez plus précis. Donc, il y avait déjà dans le fait que... Il va falloir me suivre. La Cour suprême a déjà ordonné au gouvernement, depuis presque 6 mois, je crois, de faire passer une loi qui vient forcer, adapter la loi existante, forcer les ultra-orthodoxes en âge de rentrer à l'armée, d'aller à l'armée. Car aujourd'hui, ils, en fait, sont déserteurs, avec l'accord du gouvernement. Mais ils sont déserteurs, en fait. Oui, parce qu'ils sont censés s'engager. Tous les hommes juifs de ce pays sont censés, à 18 ans, à part pour des raisons médicales, s'engager à l'armée. Et les Arabes, c'est volontaire. Ceux qui, pour des raisons de santé, ne peuvent pas s'engager à l'armée, eux, ils sont censés faire un service civil. Et là, on est dans une folie où 13% de la population d'ultra-orthodoxes en Israël n'envoie que des milliers, donc des petits milliers de personnes à l'armée. Les femmes, n'en parlons même pas, ne vont pas faire de service civil. Et donc, depuis des mois déjà, la Cour suprême a tranché, a dit, pour que nous soyons, parce que nous sommes dans une démocratie, il y a une égalité des droits et des devoirs. Et donc, tous les hommes en âge, et les femmes aussi, mais c'est surtout pour les hommes, parce qu'on est en temps de guerre et parce qu'il y a un besoin énorme, on le sait, un énorme besoin de soldats. Du coup, il y a cette décision de justice qui oblige en fait le gouvernement à normalement obliger ces jeunes à aller à l'armée. Et donc, le mec dans commission, il leur a dit, les gars, vous pouvez pas rajouter du fric encore, et vous pouvez pas faire passer un budget qui ne met pas en place l'inclusion de ces jeunes dans l'armée. Et donc, comme ils savaient très bien que ce budget n'allait pas être accepté, que dans les commissions, l'opposition allait faire du travail pour faire bloquer et tout, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont fait un coup, c'est-à-dire ils ont fait amender... Ils ont rusé. Ils ont fait rentrer des amendements sans l'accord du mec qui est responsable de la commission. Ouais. Ils ont fait rentrer tous ces détails-là. Ils ont annoncé à personne. Comme c'était la nuit, dans un fine print, dans des petites lettres, dans des... Avec le truc de c'est la nuit, il faut faire un budget, c'est le dernier jour, le vote est passé. Personne n'a relu le dossier. Personne n'a relu, vu que t'es pas censé changer le texte. Oui. Surtout, changer le texte pour ajouter 1 milliard au budget. Ouais, 800 millions, soyons précis. C'est quand même une grosse différence. Et donc, en fait, ils ont rajouté encore des budgets pour les ultra-orthodoxes. Ils ont fait voter. L'opposition, ça, j'ai toujours pas réussi à avoir une réponse, à part le parti de la démocratie de Yair Golan. Toute l'opposition a voté pour le budget. Pour le budget, alors qu'ils passaient même avec la coalition. Il n'y avait pas besoin de voter pour, donc je ne sais pas pourquoi. Ils veulent encore être plus royalistes que le roi et être une opposition de merde. Et donc, ils ont voté pour. Et donc là, tu vois des photos de Ari Ederi, le chef du parti des ultra-orthodoxes séfarades, de Bezalel Smotrich, le ministre des Finances, qui font la teuf. Parce qu'ils ont réussi à nous voler de l'argent sans qu'on s'en rende compte. Et nos représentants à la Knesset
ont soutenu, n'ont pas vu, n'ont pas pu défendre ce truc-là. Ouais, et en plus, ça passe en fin de compte sur un point technique. C'est des gosses, quoi. C'est-à-dire, on te vole C'est honteux. 800 millions sur un petit... Mais en truandant, sur tes ils économies, truandent. Oui. sur tes économies, ils Mais sont c'est allés mais c'est voler vraiment- la petite vieille là. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'ils le font, et puis juste après, une fois que c'est passé, ils sont là, et comme tu dis, ils font la teuf, ils s'éclatent, ils sont en mode on rigole, on vous a bien eu et tout ça, alors que tu te dis, mais vous êtes fous les gars, enfin, ça marche pas comme ça, quoi. Et je pense que d'ailleurs, ça a été arrêté, il y a eu un retour de cette loi. Non, il y a- alors, non, ça n'a pas été arrêté, mais du coup, le mec s'est réveillé de la commission et ils ont dit, au sein de la Knesset, ils ont dit, en fait, de toute façon, il y a la loi, et c'est pour ça que j'ai expliqué ça, il y a la loi, la décision, il y a la loi que tout le monde est censé s'engager, il y a la décision de justice qui dit que le gouvernement est en faute et que c'est anticonstitutionnel, entre guillemets, vu qu'il n'y a pas vraiment de constitution. Mais en tout cas, c'est contre la démocratie que le gouvernement ne trouve pas une solution et permette à des jeunes de ne pas s'engager dans l'armée. Donc, tant que c'est pas rectifié, Ouais. les budgets que vous avez fait voter sont invalides. Et donc, Bafoal, en réalité, il va encore y avoir une crise parlementaire, une crise entre le gouvernement, la Knesset et Et ce la que j'ai Cour suprême. entendu, c'est ce qui est génial, ce que j'ai entendu, c'est après, j'ai entendu Bismuth, Boaz Bismuth, un Du Français. Likoud. Monsieur Boaz, alors toi, mon gars, t'as changé ta chemise de... Bref, je l'ai entendu, ce Charlot, dire que, ouais, quand même, c'était abusé et tout ça, et donc il allait essayer de faire passer une loi pour que quand même... Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'en parallèle de ça, il y a eu le chef de Tsahal, donc le Ramatkal, Chef d'état-major. le chef d'état-major, qui a dit qu'on avait quand même des problèmes, on avait quand même besoin de plus de soldats, vu que là, il y a l'Iran, il y a le Liban, il y a ce qui se passe dans les territoires toute la journée. Bref, on va avoir un problème de soldats. Il a dit, je lève 10 drapeaux Ouais. rouges. au Donc il leur a gouvernement. dit qu'après ils viennent pas leur dire, ils viennent pas lui dire, mais pourquoi tu ne nous as rien dit? Parce que c'est souvent ce qui se passe avec Netanyahou, c'est que après quand il y a un problème, il va et il pointe du doigt l'état-major de l'armée en disant, mais nous, on savait pas. Mhm. On ne savait pas. Et donc là, le gars, il est venu, il lui a dit directement. D'ailleurs, ça a fait les titres partout en France. Ah Je sais bon pas si tu as vu. Ouais, parce qu'ils se servent, les Français aussi. Alors, ils se servent de ça en disant, j'ai vu, je crois que c'était dans l'Express cette semaine ou Le Point. Et le titre, c'était Tsahal n'a plus de soldats. L'armée est prête Ça doit à pas être Le imploser. Alors que, tu vois, c'était le truc genre quoi? Et en fin de compte, ils se sont servis de cette déclaration du chef d'état-major qui dit j'ai besoin de soldats. Non, il l'a vraiment dit que l'État, Oui, que il l'a dit, mais l'armée bon, était on n'en est allée, pas, on n'en est pas au point où l'armée. Encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de à quel point nous, il y a des choses qu'on comprend et qu'on peut dire et qu'on peut Oui, utiliser pour expliquer la société mais c'est vraiment de la israélienne. politique interne. C'est le chef d'état-major qui se dit je vais avoir besoin de soldats, donc qui viennent pas me dire après que je l'ai pas dit, donc je vais le dire déjà Non, moi, bien je en pense avance. Non, ça, je suis pas Non, d'accord. je Je pense pense qu'il- que c'est vraiment la merde depuis très longtemps. Oui, non, mais je Et pense ça qu'il fait a très fait, longtemps il a que- fait aussi le Il l'a dit calcul en- politique. Non, parce qu'il l'a dit au cabinet, en vrai, c'était pas censé fuiter. Ouais, mais ça fuit tout le temps. Oui, mais je veux dire, je pense pas pour le coup que Yal Zamir, c'est quelqu'un qui fait une réflexion politique de je pense que c'est quelqu'un qui voit la sécurité d'Israël uniquement et qui sait que là, Israël ne peut pas se permettre de continuer avec les ultra-orthodoxes et des dizaines de milliers de personnes, sinon plus, qui Et sont donc- déserteurs. Et donc, tu as Boaz Bismuth qui a trouvé la solution. Alors? Allonger le temps de service. Ah oui. Eh, mais t'imagines? C'est Déjà, même pour- pas son idée à lui, ça. Non, mais c'est incroyable. Ah mais oui, ils ont C'est-à-dire aucune que honte. déjà, pour ceux qui ne savent pas, encore une fois, les Israéliens, les hommes, ils font 3 ans de service militaire et un mois de milouim, un mois de réserve par an. Donc 3 ans plus un mois par an. Les filles, c'est 2 ans et puis elles font aussi de la réserve, ça dépend des unités. Et donc là, tous les réservistes sont à l'armée. Enfin, il y en a, c'est leur 6e fois. Il y en a, ils ont fait 300, 400 jours depuis le 7 octobre de réserve. Et donc,
comme il manque des soldats, au lieu d'engager les orthodoxes, au lieu de dire aux orthodoxes, les gars, aux ultra-orthodoxes, bon, bah, va peut-être falloir se sortir le doigt et d'y aller, eh ben non. La solution, c'est, s'ils font déjà 3 ans, pourquoi ils en feraient pas 3 ans et demi? Et puis, ceux qui font des réserves, ils peuvent en faire un petit peu plus, franchement. Soyez sympas. Les autres, ils prient. Vous voyez bien qu'ils prient. Ouais. C'est incroyable. Et ça, c'est le Likoud. Et c'est ce gars-là, son boss, qui passe hier à la télé, Netanyahou. Alors lui, là, Maurice, si tu veux savoir pourquoi on ne l'aime pas, là, c'est le dossier, là. Oh, le gars. Le gars, il passe hier à la télé et il nous dit... mais pourquoi vous n'êtes pas avec Am Israël? Pourquoi vous êtes en mode vous râlez tout le temps et tout ça? Il a dit... Non, mais c'était incroyable. C'était incroyable le niveau de gaslighting du gars, quoi. C'est-à-dire que pendant la guerre, il y en a qui vont même pas à l'armée et le gars, et c'est lui. C'est à cause de lui, c'est littéralement à cause de lui. C'est-à-dire les ultra-orthodoxes, ils vont pas à l'armée pour que Netanyahou reste sur sa chaise. Et donc, le gars, il est là à nous dire on est tous frères, on est tous Am Israël. Pourquoi vous êtes là en mode à me critiquer du soir au matin? Il a critiqué. Et mes enfants, et ma femme. Sa femme. C'est un truc de fou. Ouais. Alors, il a reproché à la presse de baisser le moral, de soutenir, de monter le moral des ennemis et de baisser le moral des troupes. Donc, voilà, donc par rapport à ce que tu disais, c'est ça. Non, mais t'imagines le niveau de gaslighting, en plus le niveau de smartoutiout, alors de serpillérisation, j'invente des mots, le niveau de serpillière des chaînes de télé israéliennes. Ça, c'est du lourd quand même. Le gars, il leur envoie une cassette avec 12 minutes et il la projette comme ça. C'est-à-dire, ils vont même pas... c'est-à-dire, ils balancent ça. Alors qu'ils savent pertinemment... Mais qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? S'ils coupent, on va leur annoncer qu'on va leur dire que c'est de la propagande. C'est pas de la propagande. Quand le gars, c'est lui qui fait sa propagande, il se sert des télévisions. Oui, il est en campagne. Donc il a lancé sa campagne. Il se sert de la télévision israélienne pour faire sa propagande. 12 minutes qu'il envoie comme ça en vidéo, donc tu peux pas poser de questions, rien. Il les envoie comme ça. Oui, et les gars, au lieu de dire ok, ça on coupe, on va pas laisser passer ça, puisqu'en plus ils nous tapent littéralement sur la gueule à nous. Au lieu de couper et d'ensuite après faire un commentaire dessus, ils passent ça comme ça. Et puis après, c'est incroyable. Ouais. Oui. J'ai vu d'ailleurs la réponse sur Twitter. C'est pour ça qu'on ne l'aime pas, Guillaume. Si c'était que ça. De Tzipi Livni, l'ancienne femme politique israélienne, ancienne ministre de quoi? Du Likoud. Tzipi Livni. Ah non, c'était Kadima. C'était Kadima. Avec Ariel Sharon et ancienne ministre des Affaires étrangères et ancienne du Mossad aussi. Qui a répondu en disant, parce qu'il l'a formulé Netanyahou, genre j'ai une question pour vous. C'était la fin dramatique de ces 27 minutes là. Et il dit à la fin, j'ai une question pour vous, surtout pour vous la presse. Vous en avez pas marre, en gros, vous n'avez pas honte de soutenir le moral de l'ennemi et tout. Et donc elle répond le truc je me dis, mais on en est arrivé où? Au niveau zéro de démocratie où elle doit dire ça. Elle dit, en fait, je te réponds à ta question déjà et je te dis que en fait la réponse elle est simple. L'opposition et la presse leur but en fait c'est de critiquer le gouvernement. Donc, ils sont là pour ça. C'est leur job. Donc en fait, voilà, réponse simple quoi. Je t'ai répondu. Surtout que, j'imagine que si c'était lui qui était dans l'opposition aujourd'hui, mais on l'entendrait du soir au matin. Il a réussi à faire tomber le gouvernement du changement comme ça, en faisant des trucs complètement... Non, mais c'est sûr que c'est une opposition catastrophique. Et moi, ça me rend folle parce que j'entends tellement de gens qui me disent qu'ils vont voter, genre qui sont dans le Gush Hashinui, dans l'opposition à cette coalition, et qui vont voter en octobre, probablement quand il y aura les élections, encore une fois, pour ces partis du centre qui... dans le pire moment de l'histoire d'Israël et de la démocratie, la plus grande menace sur la démocratie, la police, tout, notre liberté, notre sécurité, n'ont toujours pas compris que ce vote stratégique là, de voter pour qui va peut-être être Premier ministre, ça ne fonctionne pas. Et on en aura l'occasion de vous en parler quand on se rapprochera des élections. Mais moi, ça me rend folle de voir cette opposition qui a même voté pour ce budget.
Mais pourquoi vous faites du zèle? Pourquoi vous votez pour? Vous imaginez que Netanyahou, il aurait voté pour quelque chose, même pour le Nord, même pour les personnes âgées, même pour les rescapés de la Shoah, il a voté contre quand il était dans l'opposition. dans l'opposition. Pourquoi c'est comme ça? Nous, on s'assurera pas Pour avec dire les nous, Arabes. pour Mais dire nous, Netanyahou, on est il n'a des gens- jamais eu de problème. Pour dire nous, on est des gentlemen, quoi. Genre nous, bon, on a accepté, Non, mais c'est donc on d'une accepte. connerie. Euh, Attends, je voulais te parler d'un autre truc sur le budget qui est, je pense, intéressant. C'est un combat, en quelque sorte, social que une amie à moi a commencé, qui me paraît très intéressant à partager ici, parce que ça fait certainement pas la une en France et parce que ça le fait pas non plus ici. On vous l'a dit depuis le début de la guerre, très rapidement, le ministère des Finances et le gouvernement ont donné l'autorisation, et l'armée ont donné l'autorisation aux gens de retourner travailler, mais il n'y a toujours Ouais. pas de solution pour les enfants. Donc il n'y a pas d'école, il n'y a rien. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les enfants de 0 à 3 ans, il n'y a pas d'éducation gratuite publique en Israël, et donc c'est principalement ce qu'on appelle le GAN privé, c'est-à-dire des petites structures privées avec 1, 2, 3 gananotes, donc des maîtresses, donc des petites structures privées que le gouvernement et l'Israël considèrent en fait comme des business. Parce Oui. qu'effectivement, c'est privé. Et donc, c'est pas considéré vraiment comme géré par le ministère de l'Éducation. C'est-à-dire leur budget et donc leurs indemnités sont le plan d'urgence est géré par le ministère des Finances comme si c'était un restaurant ou un coiffeur. Et donc, les parents, là, ont payé pour le mois de mars en entier sans un seul jour d'activité pour leurs enfants. Ils ont donc les enfants à la maison. Ils doivent soit travailler de chez eux, mais c'est pas toujours autorisé. Donc, il y en a qui prennent même des babysitters. Ils payent des babysitters pour pouvoir aller travailler, pour pouvoir continuer à payer le GAN, donc l'école, la garderie. Et donc, on se retrouve avec des parents qui, là, on est le 1er avril, il y a leur deuxième chèque qui a été encaissé. Et donc, ils ont payé, pour certains, 5 000 shekels par enfant le mois dernier. En plus, ils ont rajouté quelques milliers de shekels de babysitters pour pouvoir travailler. Et là, ça va être le deuxième mois où ça se produit avec aucune solution. Et donc, on essaye de faire passer un débat d'urgence à la Knesset dans la commission des comptes. Mais là, ça y est, le budget a été voté. Ils sont partis en break, donc en pagras, de hier jusqu'à mi-mai. Il n'y a plus obligation de faire des débats. Ils sont en vacances, les mecs. Et nous, on est sous les bombes. Avec les parents qui doivent travailler et s'occuper de leurs enfants. Et j'en ai ras-le-bol parce que je trouve que c'est complètement dingue. Et encore une fois, on en a déjà parlé, mais que les Israéliens, en fait, ils sont tellement accablés. Imaginez des familles qui doivent payer 10 000 shekels, donc 2 000 et quelques euros, par mois pour leurs enfants qui en plus doivent travailler un salaire qui n'est pas forcément très élevé. En plus pour un service qu'ils reçoivent même pas, puisque les gosses ils sont même pas dans ces maternelles, enfin dans ces et il y a personne dans avec ces qui parler. garderies. Non. Et ils peuvent pas rembourser les parents parce qu'ils doivent payer leurs frais, ils doivent payer les instits, sinon elles peuvent pas. Enfin, on devra fermer le truc, il y aura plus de GAN après, tu vois. Et pendant ce temps-là, il y a des milliards qui partent chez les ultra-orthodoxes. Donc, mais avalachim anachnu. Et comme a fini Bibi, Nous sommes frères. Amechad. Ah ouais, Amechad. Anachnu Amechad. On est un Ouais. seul peuple. Et voilà. Donc, sur ce, on conclut la partie budget, je pense. On vous a quand même donné un peu notre ressenti de l'intérieur. Et on passe, sans transition, à la peine de mort. Non, c'est pas drôle. C'est juste une semaine. C'est juste une semaine et c'est même pas la fin de la semaine. C'est du On est lourd. que mercredi. Mais c'est incroyable. Non, On mais pourrait faire 2 épisodes par semaine. je te jure. Facile. Non, mais moi, je m'excuse qu'on ne puisse pas vous raconter des trucs sympas parce qu'on aimerait, en fait, quand on a commencé le podcast, on s'est aussi dit qu'on allait, c'était avant la guerre, et on s'est dit Ouais. qu'on allait aussi raconter. Pour que les gens fassent leur alia et tout ça, pour qu'ils puissent venir. recevoir qu'ils des disent, ouais, c'est dividendes sympa de et l'agence tout. juive. tout Et là, ça, les tout gars, ça. ils sont en train de dire, mais quand même 2000 shekels, 2000 euros de garderie que t'as même pas. Non, t'es sûr qu'on va y aller, Maurice? On n'y va pas, non? Guillaume, tu viens quand visiter Tel Aviv? Il y a Venez, les gars. Ils vont Venez. peut-être nous organiser une petite flottille et tout, non? Ah ouais, on va vous faire le grand tour. D'ailleurs, on les entend pas là.
Non, parce qu'il y avait une flottille pour le détroit d'Ormuz, mais, mais les Houthis, ils les ont pas laissé passer. Les Espagnols, non, c'est n'importe quoi. Donc, la peine de mort. Alors, dossier peine de mort. Donc, cette semaine, on a notre camarade Itamar Ben-Gvir. C'est les vrais faux ministres. C'est comme ça que je les appelle, moi. Parce qu'il y a un truc pour moi, dans ma tête, c'est pas des vrais ministres. C'est-à-dire, c'est des gens, ils sont là, on leur a donné le ministère, mais enfin, on leur donne le pouvoir, on leur donne le ministère, mais en fin de compte, c'est juste pour c'est juste pour que Netanyahou puisse pouvoir rester sur sa chaise. Donc, il leur donne, genre, un peu comme tu donnes un jouet à un enfant, en lui disant, bon, surtout, essaye de ne pas le casser, mais après, ça revient. Et donc, pour moi, dans ma tête, ces gars-là, ils se croient ministres, mais ils ne le sont pas vraiment. C'est juste des grosses merdes. Lui, excuse-moi. Mafkal, plutôt. Et donc lui, lui sa raison d'être à cet Itamar Ben-Gvir, qui est un gars qui arrive, qui a grandi dans Hebron, donc vraiment dans les implantations très hardcore. Il y avait une photo de Baruch Goldstein sur dans son salon, terroriste juif dans son salon, qui est chef d'un parti d'extrême droite, qui a été condamné à de nombreuses reprises. Mais quand on vous dit extrême droite, c'est genre, c'est juste pour donner un exemple. C'est des fascistes. Le gars, par exemple, donc le gars, il est avocat. Il est avocat. Ouais. Il y a quelques années, il y a un type qui s'est réveillé un matin et qui a dit, tiens, si j'allais brûler un village palestinien. Et donc, il a jeté un cocktail Molotov sur une maison dans un village et il a brûlé la famille d'Awapche. Et donc ce gars a été arrêté et qui l'a représenté, qui était son avocat à ce type qui est vraiment qui est un terroriste, il n'y a pas d'autre mot, et un assassin. Son avocat, c'était Itamar Ben-Gvir. Donc c'est juste le ministre de l'Intérieur aujourd'hui. Qui est le ministre de la police. C'est lui qui régit la police. Ce gars-là, il a été condamné plus de 11 fois par la police israélienne, par la justice, violence et tout ça. Donc le gars, c'est vraiment... c'est un niveau... Pour des raisons de terrorisme juif, de sujets comme ça, nationalistes en fait. Et ce gars-là, il représente, je sais pas, 3% de la population, 5% de la population israélienne. Et pour ceux qui savent pas, il y a une vidéo d'archives qui ressort très souvent sur Itamar Ben-Gvir quand il était... jeune, il avait arraché Déjà, il était moche. Je le dis pour que ça soit dit. Il avait arraché comment ça s'appelle, le logo, la petite statuette qu'il y avait au bout de le logo de la voiture, la Cadillac à Yitzhak Rabin. De Yitzhak Rabin, qui était à l'époque Premier ministre. Et donc, en fait, il l'avait arraché. Et il y a une vidéo de lui qui tient la petite statuette et qui dit, en regardant la caméra... on a réussi à s'approcher jusqu'à lui prendre ça sur sa voiture, on arrivera jusqu'à lui. Voilà. Et quelques mois plus tard, il est assassiné par des gens de cette mouvance. Et aujourd'hui, ce sont des gens qui permettent le maintien de Netanyahou au pouvoir, alors que Netanyahou avait dit qu'il ne s'assierait jamais avec Ben-Gvir, qu'il était un extrémiste, Petite leçon de politique, quand on a besoin de rester au pouvoir et qu'on est prêt à être un dictateur, on est prêt à tout, même à amener des gens qui sont clairement... des dangers, des gens qui étaient vraiment sur les listes noires du Shabak, du Shin Bet et de l'armée israélienne. Donc vous avez le portrait du gars, vous voyez qui c'est. Donc encore une fois, si vous ne saviez pas pourquoi vous ne l'aimez pas, vous ne l'aimiez pas, maintenant vous le savez. Nous on le savait. Et donc ce type-là, franchement, sa raison d'être depuis qu'il est au gouvernement, le truc qui revient tout le temps, il nous bassine avec, c'est la peine de mort. La peine de mort, évidemment, pour les terroristes palestiniens. Alors, il faut savoir que c'est du populisme, mais à fond, quoi. C'est-à-dire que, encore une fois, ce mec-là, il n'est pas là pour aider tous les Israéliens. Il n'est pas là pour faire avancer le schmilblick en Israël. Donc, le seul truc qu'il essaye de faire, et ce qui est incroyable, c'est que ça marche. C'est qu'il va taper dans les trucs où les gens ils vont se dire ouais mais quand même la peine de mort puisque après le 7 octobre ces gens-là qu'on tué qu'on rasé. Non, attends, il a quand même été élu sur cette promesse avant le 7 octobre. Et donc il fait sa campagne et son truc c'est la peine de mort. Alors que quand tu regardes bien, la peine de mort pour les terroristes,
elle existe déjà. Voilà. Alors, on va s'arrêter là. Déjà, Explique-nous déjà, faut expliquer. Déjà, la peine de mort, elle avait été la loi qui permet la peine de mort, elle avait été votée par la Knesset pour juger Eichmann, un nazi qui est le seul à avoir été jusqu'à aujourd'hui jugé, à avoir reçu la peine de mort, à avoir été pendu en Israël. Et donc, il fallait faire passer cette loi, parce qu'Israël est une démocratie. Donc, on a fait passer cette loi, il a été pendu, et cette loi existe toujours. La raison pour laquelle elle n'a jamais été utilisée depuis... C'est pas que ça. Vas-y. Parce que ça, c'est une loi qui est spécifique aux criminels nazis. Non, il y avait aussi... Cette loi-là. La loi Eichmann, elle est passée pour les criminels nazis. Si je ne me trompe pas, peut-être que je fais une erreur, mais ce qu'il y a, c'est que dans le droit militaire, tu as la peine de mort. C'est-à-dire, pour les combattants ennemis, à l'armée, tu as le droit d'exécuter des combattants ennemis. Donc la peine de mort, elle existe dans le droit militaire. Maintenant, tout ce qui tombe, Yehuda et Shomron, puisque c'est de ça qu'on parle, et la bande de Gaza, ça tombe de toute façon, de facto, sous le droit militaire. Puisque ces gens-là sont arrêtés par l'armée, ils sont incarcérés généralement par l'armée, à Kelly, Megiddo, Shesh, etc. Donc, si vraiment Ben Gvir, il voulait, pas juste la peine de mort, mais faire exécuter les commanditaires et les meurtriers du 7 octobre, il aurait pu tout simplement aller voir Zamir, donc le Ramatka, le patron de Tsahal, et lui dire « Toi, tu as le droit de les exécuter. Donc, s'il te plaît, fais ton job. » Et on n'aurait même pas eu besoin de faire passer une loi, puisque sous le droit militaire, la peine de mort existe. Et donc, il y a beaucoup de précisions, je pense qu'il faut rajouter. Déjà, c'est pas aller voir le chef d'état-major et lui dire il y a un procès. Non, mais je dis dans l'absolu, je fais ça en raccourci. Oh, mais c'est important parce que c'est pas l'armée qui exexécute n'importe qui. Évidemment, l'armée n'exécute personne. Un procès militaire qui est d'ailleurs, c'est reproché parce que quand les colons font des exactions contre des Palestiniens dans les mêmes territoires, eux, ils ont le droit à être jugés par des cours civiles. Exactement. Donc ça, c'est aussi une des grandes questions de... à la fois, il y en a qui sont des citoyens israéliens et ceux qui ne le sont pas, ce qui explique ça. Mais il y a beaucoup de complexité là-dedans. Ce que tu décris, c'est aussi donc, qui fait partie du droit militaire israélien où il y a cette possibilité. Mais la raison pour laquelle ça n'a jamais été mis en place, c'est parce que ils ont l'indépendance du gouvernement et ils choisissent. Enfin, c'est pas les ministres qui disent aux cours militaires ce qu'elles doivent pas faire. Et en fait, ces cours militaires, pour prendre des décisions, elles prennent en considération les chefs des renseignements et de l'armée qui disent à chaque fois est-ce que oui ou non, le fait d'exécuter cette personne va renforcer la sécurité d'Israël ou l'affaiblir. Et à chaque fois, ça a été prouvé que ça affaiblit parce que ça crée des martyrs et que créer des martyrs, ça renforce le terreau. Et donc ça sert à rien. Et donc cette peine de mort qui de facto existait, ça servait à rien de la faire revoter à la Knesset, on va dire dans le droit civil. Et donc ils nous ont bassinés avec ça. Ils ont fait passer la loi qui est passée. Et là, c'était le gars. Quand ils ont eu ça, c'était franchement, on a découvert la pénicilline. Ils étaient là, il avait le champagne et tout ça, quoi. Ouais. Tu t'imagines, quoi, en pleine guerre, le gars, alors qu'on sait pertinemment qu'ils vont exécuter personne. Ils ont personne à exécuter. Déjà, cette loi, elle correspond, elle elle peut pas être rétroactive. Oui. Donc déjà, tous les Nourba, tous les commandos spéciaux, là, des meurtriers génocidaires du Hamas, du 7 octobre, ils pourront pas être c'est même dans pas pour ça. eux. Donc ce sera dans le futur. Après, la question se pose. Il y a eu beaucoup de débats, je pense, là-dessus. Oui, mais du coup, dans la loi, c'est que contre les Palestiniens. Alors moi, j'ai bien lu le texte de loi et c'est pas totalement vrai. Ce qui est écrit de façon très claire dans le texte qui a été voté, c'est que c'est des gens qui commettent ce genre qui tuent et qui commettent des actions dans le but de s'opposer à l'existence d'Israël. Et quand on voit que les sectes ultra-orthodoxes, elles sont à brûler des drapeaux israéliens et à appeler les soldats nazis,
quand on voit que les colons, il y en a qui attaquent nos soldats et qui sont prêts à tuer des Palestiniens, quand on voit tout ça, en fait, la ligne, elle est aussi très fine de savoir qu'est-ce qui vient, en fait, être un crime. Est-ce que un acte de terrorisme et puis en peut... plus, ils sont en train de tout criminaliser. Là, cette semaine, on a vu que, franchement, on a passé un cap, quoi. Cette police, donc, où Ben Gvir, c'est le patron, ils ont créé une unité spéciale cette semaine ou la semaine dernière, visant à aller rechercher les gens sur Internet. C'est-à-dire les gens qui sont contre le régime. C'est-à-dire les gens qui parleraient... contre Netanyahou, contre la police, contre l'armée. Et donc, il y a une pour unité. l'instant, c'est de faire des listes. Ils font On des aime listes. bien les listes. On fait des listes. Mais c'est incroyable. Ça sonne bien. On a quitté la démocratie. Mais Là, moi, on je te est dis, petit à j'étais à petit, Bima on s'éloigne. samedi soir, et donc il y a une manif hebdomadaire. À chaque fois qu'il y a la guerre ces dernières années, elles sont un peu affaiblies. Et là, il y avait vraiment une manif organisée par des organisations certaines d'extrême gauche, passionnistes comme Omdim Beyachad, Standing Together, ou qui, je crois, ne se définissent pas sionistes, mais pas antisionistes, mais qui ne se définissent pas sionistes, la Ligue communiste, le Front de Révolution, je sais pas quoi. Donc des trucs marxistes à fond. Je peux pas les saquer. Bref, et c'est un autre débat. aussi une exposition qu'on voit depuis le début, depuis le 7 octobre, avec les portraits et des lumières, donc des bougies, des portraits d'enfants palestiniens tués depuis le début de l'offensive israélienne. Donc vraiment la gauche dure, certains qui s'opposent, qui sont refusniks, qui ne vont pas à l'armée et tout. Encore plus à gauche que toi? Ah oui. Moi, je suis très sioniste. Je rigole. Très socialiste, mais j'ai aussi les limites de ma raison. Et aussi des gens, Mehat Anashim, donc le mouvement qui avait porté les grandes figures, là, les grands posters des otages, donc vraiment un peu de tout, quoi. Et qui vient dire... il faut arrêter cette guerre qui n'a pas de stratégie, il faut protéger les habitants du Nord, etc. La manif n'a même pas encore commencé. Il y avait peut-être 200 personnes. Que la police et Magav, qui est donc la police militaire, la gendarmerie, militaire, qui sont vraiment les forces armées de la police et de Ben Gvir, non seulement filment tout le monde pour, comme tu le dis, faire des listes, on a les dossiers. avoir les dossiers, on a les noms. Et en fait, commence à charger. Sauf que en fait, il faut que vous imaginez, si vous n'avez pas vu les photos, vous pouvez aussi aller sur mon Twitter, j'ai partagé en direct pas mal de vidéos où on voit vraiment, ils poussent des personnes âgées. Ouais, des vieux, il y a la photo de cette vieille qui se fait vraiment... Qui se fait menotter et tout. Enfin, un truc. Et à tel point... Donc moi, j'étais vraiment sur le côté. Ce qu'il faut dire, c'est que les manifs en Israël, c'est vraiment pas comme en France, quoi. C'est pas que vous verrez jamais... Ouais, vous avez imaginé l'extrême gauche, vous avez l'impression qu'il y a un bloc d'extrême gauche. C'est pas ça. Les manifestants israéliens, ils brûleraient jamais une voiture, ils retourneraient même pas une voiture, ils casseraient même pas... Non, c'est juste il n'y a jamais de vandalisme, de magasins cassés, de vitrines de voitures brûlées. Les seuls qui ont brûlé une voiture, je ne sais même pas si c'est une voiture, je crois que c'était un scooter. Les seuls qui ont brûlé un scooter, c'était les ultra-orthodoxes. Ah, non, les ultra-orthodoxes, je t'avais dit 3 millions de shekels de dommages sur le train. Ouais, excuse-moi. Et donc l'armée, et donc la police qui rentre dans le tas. Ouais. Et à tel mais point, violemment, c'était très violemment, très violent. Et très soudain et sans rien dire. Et pour rien, à tel point que il me poussait et il y a un des policiers, je lui ai dit mais pourquoi vous nous laissez pas... Enfin, on n'a rien fait. Ouais, en plus, et il commence à me dire non, mais qu'est-ce que... Une réponse politique, genre qu'est-ce que vous allez manifester en temps de guerre et tout. Je lui dis mais attends, on est encore en démocratie, j'ai le droit. Mais ils savent pas, ils sont trop jeunes. Il y a un autre policier qui me répond et il me dit vous êtes plus que 50 et... vous n'avez pas le droit d'être... Il n'y a pas l'autorisation de faire des rassemblements en temps de guerre. Il n'y a pas de protection. Maintenant, on est au-dessus du bunker à Bima. En plus, ça fait rire parce que, encore une fois, les ultra-orthodoxes, quand ils se réunissent, ils sont des milliers et personne vient leur dire... Je ne sais pas s'ils sont des milliers là depuis le début de la guerre. J'ai pas vu... Tu te rappelles pendant le Covid
Oui, je me rappelle du C'est-à-dire passé, que pendant mais le Covid, à Tel Aviv, si tu étais plus de 3 personnes ensemble, tu te faisais littéralement matraquer, arrêter en prison et tout ça, alors qu'encore une fois, à Bnei Brak et tout ça, les gars, ils faisaient tu te rappelles l'enterrement où tu as des milliers de personnes Oui, et non, mais personne... c'est sûr que Covid, c'est... Non, mais c'est pas le Covid, c'est qu'ils se sont servis de ça. C'est un terrout pour aller taper du gauchiste, quoi. Non, mais C'était tu vois, vraiment ça, c'était flagrant. Ouais, et surtout que si, tu vois, je me dis, j'essaye de me faire l'avocat du diable, mais vraiment, je trouve que c'est... Moi, j'avais même pas capté ça, tu vois. J'avoue que j'avais pas capté. C'est une grande place, il y avait quelques Mais c'est centaines de n'importe personnes. quoi, parce qu'à Dizengoff Center, il y a 300, il y a des millions de personnes dans le center, ça dérange personne. Et donc, c'est pour ça que tu te dis, si le but c'était vraiment, ils auraient pu prendre leurs énormes speakers et dire, les gars, vous avez 2 minutes, c'est hors la loi, on machin, à partir du moment où vous restez. Mais ils ont même pas prévenu, c'est quoi ce truc? Non, mais j'avais l'impression je me suis vraiment dit, et je me suis. Mais moi, je je trouve suis qu'ils font le écartée jeu, en me ils disant, sont mais- tellement cons qu'ils font le jeu des manifestants à ce niveau-là. Ils font le jeu des organisations comme D'extrême gauche. Omdim Beyachad et tout ça, puisqu'ils leur prouvent que de toute façon, ils se feront taper dessus, et donc ça leur fait de la pub gratuite. Parce qu'imagine qu'ils ne soient pas venus. Imagine qu'il n'y a aucun flic qui soit venu à cette manif. Personne n'en aura entendu parler. On en a entendu parler à partir du moment où ils ont commencé à matraquer. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu les photos de cette dame qui se faisait arrêter avec les 2 flics et tout ça. D'ailleurs, la fliquette, c'est une soldate. Ouais. C'est une Ouais, soldate elle a parce 18-20 ans, quoi. oui, mais en plus, ils appartiennent à l'armée, ces jeunes-là. C'est des gens qui sont engagés dans l'armée et qui font leur service militaire dans la gendarmerie, donc qui est sous le contrôle de la police, mais c'est des soldats. Et donc, c'est des soldats, ils sont pas, c'est pas ceux qui ont inventé le fil à couper le beurre. Ils se retrouvent, non, mais franchement, faut le dire, Pas tous. généralement, c'est pas les plus fins, quoi, qui sont dans ces unités-là. Je veux pas, mais bon. Et donc, et c'est généralement des gens qui sont souvent qui viennent de droite. Et quand tu peux aller taper sur du gauchiste à Tel Aviv, eh ben, c'est bonnard. Et donc, tu as cette jeune policière, on la voit sur les photos en train de malmener cette dame qui aurait pu être franchement sa grand-mère. Ouais. Encore une fois, Am Israël Chai, Kulanu Beyachad, on est tous ensemble, on est le peuple d'Israël et tout ça, vous me faites bien rire, Netanyahou surtout. Et donc, je vois sur Instagram, la photo passe, la fille, la policière, elle met en commentaire, c'est moi la policière et je vous emmerde. Mais je te crois. Mais si, J'ai pas vu. je l'ai la photo, je te l'enverrai. je l'ai pas. Et les gens qui lui font des likes, mais des milliers de likes, du genre ouais, vas-y, continue à leur taper sur la gueule, quoi. Enfin, on n'en est plus. C'est très effrayant. C'est pas une manif contre ou pour la guerre. C'est ou Bibi ou anti-Bibi. Et tout ce qui est anti-Bibi, t'auras toujours des gars qui seront contents d'aller leur taper sur la gueule. Peu importe la guerre, peu importe l'Iran, on le voit bien avec ce Mordechai là qui se balade dans les rues à faire chier tout le monde pendant qu'il y a des missiles qui tombent. C'est de la folie. Et on a dépassé le mode de bon, on s'engueule parce qu'on n'a pas les mêmes, on n'a pas la même idéologie et on en discute. Et mais ça reste dans le cadre de la démocratie. On est loin de ce genre de discussion. Après, je veux juste. Et la police, elle est manipulée. Et la police, elle est à droite. De toute façon, le chef de la police, on sait qui c'est. On sait qui c'est Ben Gvir. Mais les gars qui sont sous. Oui, il a remplacé. Oui, tout le... c'est que des gars qui sont avec lui. On l'a vu avec l'histoire de cet officier de la police qui devait recevoir son nouveau grade et qui refusait de la faire grader parce que justement, elle n'était pas dans la vision politique que lui, il a d'une gradée de la police. Et c'est la Cour suprême qui a été obligée de le forcer à la faire grader. En disant que c'est en tant que fonctionnaire d'État, elle avait le droit elle avait fait tout. En lui disant, explique-nous pourquoi. Et donc, il ne va pas leur dire parce qu'elle n'a pas mon mode politique. Ouais. Et on en est là.
Mais on ne crache pas sur Israël, enfin, on explique. Non, je pense que c'est des On choses aime, qui parce peuvent, que si- qui non. peuvent évoluer et changer. C'est juste que là, l'évolution, elle va de pire en pire et que malheureusement, à partir du moment où on a une police qui devient politique, évidemment, ça devient très, très, très compliqué. C'est un C'est tout. pas qu'elle devient, c'est que c'est déjà, on est loin dedans. Oui, mais il y Quoi. a quelques années, c'est pour ça que j'ai pas aimé ta comparaison avec le Covid, parce que pour moi, c'est différent. Là, c'est vraiment 100% de la politique Oui. idéologique. Tu vois, là où encore. Non, on mais peut- ma comparaison avec le Covid, c'était pas politique, mais Non, c'était non, mais encore tu une disais fois, par rapport aux ultra-orthodoxes. c'était le fait que les ultra-orthodoxes, ils peuvent faire Tout ce est qu'ils permis. veulent. Mais Ils là, peuvent- il y a ils le peuvent- truc en plus. Oui, voilà. Et donc, pour revenir sur la peine de mort, parce que je pense qu'il faut qu'on finisse en plus sur. Sur un truc Non, enfin, positif. juste par rapport à ça, je pense que ce qui a été vu aussi dans la politique israélienne, c'est comme si quand on s'opposait à cette loi, en fait, on jouait, et c'est là où il est bon dans sa stratégie, Ben Gvir, en fait, et les extrêmes, c'est toujours plus simple, en fait, quand tu es fasciste et que tu dis des trucs complètement absurdes, c'est qu'au final, n'importe qui vient défendre le fait que c'est absurde d'avoir la peine de mort, le fait qu'il ne faut pas l'utiliser, en fait, c'est comme si on venait défendre les terroristes. Du 7 octobre. Même pas, de tous. Et Non, que, parce qu'il parlait tout le temps du 7 octobre et tout ça. Il parlait des Nourbot, il parlait donc de ces unités qui ont été franchement massacrées, les kibbutzim. Et c'est ça, ouais, comme tu dis, c'est de ça qu'ils se sont Et servis. je pense que ça répond pas non plus à une vraie question qui, moi, je me pose vraiment de qu'est-ce qu'on va faire, parce que là, ça fait donc 3 ans bientôt depuis le 7 octobre, et il y a des centaines de terroristes palestiniens qui sont rentrés le 7 octobre, qui ont tué, qui ont massacré, qui ont été pris et qui sont en prison, et que, encore une fois, c'est nos impôts qui les payent. Ça, pour le coup, Ben Gvir et ce gouvernement ne proposent aucune solution. Et moi, j'aimerais bien savoir, c'est-à-dire ce qui se passe, parce que c'est une vraie question. Tu sais Parce que moi, je suis pas pour la peine de mort, mais il y a une question de qu'est-ce qu'on fait de ces nazis qui ont essayé de nous exterminer. Tu sais ce qu'il avait proposé, ce malade? Enfin, juste pour la petite histoire, il avait proposé de faire une prison pour les avec des crocodiles autour. Genre Moyen-Âge. Des douves. Mais c'est incroyable. Et donc, il a appelé le Hamad Gader pour leur demander s'ils avaient des crocodiles à donner. Et les gars, ils lui ont dit, mais non. Mais t'imagines le niveau du mec, quoi. Non, mais c'est n'importe quoi. Et en fait, c'est catastrophique. Et je pense que ça détourne aussi l'attention, et c'est ce qu'ils veulent, du fond du problème. Et moi, ce qui transparaît de tout ça, c'est vraiment un fossé dans la société israélienne entre ceux qui, à mes yeux, ont les vraies valeurs du judaïsme, qui est censé dire l'Echaim, donc pour la vie, qui est censé sanctifier la vie, mettre le pikuach nefesh, mettre la protection d'une vie. Vous savez, on a tous entendu ces expressions de qui sauve une âme, sauve un monde entier. Toutes ces valeurs juives, en fait, L'Otirtsar. de bien sûr Est-ce que le ça fait tombe sur est-ce que le la peine de commandement. mort, ça tombe sur tu ne tueras point? Il y avait J'aimerais bien avoir un rabbin qui me réponde à ça. J'ai vu un discours de Gilad Karif, qui est un député rabbin libéral israélien, à la Knesset, qui parlait de ça et qui disait, en fait, c'est vraiment une honte d'utiliser en fait le judaïsme pour pousser une loi comme ça, parce que le Sanhédrin, l'assemblée suprême du peuple juif dans la Torah, avait le droit de tuer seulement une personne tous les 70 ans. Et c'était un droit suprême qui était, et on appelait cette assemblée une assemblée destructrice. Et aujourd'hui, ils viennent en fait utiliser tous ces trucs, se baser soi-disant sur la Torah, en 2026, pour dire quelque chose qui est complètement contre le fondement des valeurs juives. Et aujourd'hui, c'est ça qui transparaît, et qui fait aussi... qui est une catastrophe pour Israël à l'étranger. On n'avait vraiment pas besoin de ça. En plus, ça passe en boucle partout à et ça passe en boucle, évidemment. Et je pense qu'il faut bien sûr critiquer et bien sûr s'opposer à la peine de mort, mais comprendre aussi avec un petit peu... être un petit peu humble aussi quand on ne vit pas en Israël, quand on ne vit pas avec une menace terroriste au quotidien, et aussi être un peu humble et comprendre qu'il y a une complexité. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait de ces terroristes qui sont dans une folie djihadiste, donc qui ont pour but d'être des martyrs, de tuer le plus et de se suicider au passage. Comment on gère cette situation? Je ne pense pas qu'on ait des réponses aujourd'hui qui soient des bonnes réponses, parce que au final, garder ces terroristes dans nos prisons sans faire de déradicalisation, sans faire rien, et en fait en se disant quoi, il va y avoir encore du terrorisme. Le Hamas va se reformer, et est en train de se reformer à Gaza.
Il y a les problèmes en Cisjordanie, les pogroms, etc., qui vont aussi créer des vagues probablement d'intifada et de violence. Le Hezbollah au nord. Et en fait, tous ces gens-là, on attend quoi en fait ? Ce gouvernement attend un prochain 7 octobre. Ce gouvernement attend également la prochaine prise d'otages et de libérer, en fait, comme monnaie d'échange, ces nourbots, ces terroristes, au lieu de... donc ils font du buzz avec une loi complètement antidémocratique, anti-juive, qui va surtout qui va pas passer, qui va être annulée et qui va donc du coup renforcer ce que ce gouvernement veut, c'est-à-dire de dire que la Cour suprême est antidémocratique, qu'elle est contre le gouvernement, anti-israélienne, anti-sioniste, pro-Hamas. Et malheureusement, dans la public israélien, ça peut fonctionner. Mais les jeunes, ils savent pas. Mon fils, il m'a demandé. Hier, en fin de compte, mon fils qui est, voilà, il est là, il est pas à l'école, il passe sa journée sur Instagram, TikTok ou au basket. Et donc il me dit, mais alors c'est quoi le problème avec la peine de mort ? Il me dit, on est content. Il me dit, on est content, on va. Et je lui dis, et donc les discussions. Enfin, j'ai mis une demi-heure à lui expliquer. Je lui dis déjà, encore une fois, les gars du Hamas du 7 octobre, c'est pas pour eux. Non, mais la question, si c'était pour eux, tu serais pour ? Non, malgré tout, tu vois. À la rigueur, peut-être, si c'était juste une loi juste pour eux. Si c'était une loi, les gars du 7 octobre, je sais pas, je dis pas non. Alors, on peut débattre. Une loi spécifique aux gens du 7 octobre. Il y a des mots qu'on peut pas dire sur YouTube, mais bon. Non, mais même, la question, c'est pas de faire une loi. C'est est-ce qu'il y a une comme tu dis, la loi, elle existait. Comme il y a eu cette loi qui était juste... Donc, on n'avait pas besoin. Oui, à la rigueur, on n'avait pas besoin, donc, mais si à la rigueur, c'est comme il y avait une loi pour les criminels nazis, on aurait pu extrapoler et leur dire on va faire une loi spéciale pour les nourbots du 7 octobre, juste pour ces gens-là, pour ces gars qui sont rentrés dans les kibbutzim et qu'on fait tout ce qu'ils ont fait. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est pas le cas, et surtout, moi, ce qui me fait peur, c'est la tendance que montre cette loi, qui est un populisme, comme tu disais, dingue, qui est une sanctifier la mort, qui est de fêter avec le champagne. Ils ont ils ont des petits icônes de... Ouais, comme on avait la cicatrice à tout film, là, le ruban jaune des otages, le pins, et ben eux, ils ont un pins jaune, pareil. Eux, ils ont avec jamais... un nœud coulant. Avec un nœud coulant. C'est incroyable, enfin, c'est de la folie. Et donc, encore une fois, je pense que notre message, en tout cas mon message, c'est de dire, c'est pas tout Israël, ça ne remet pas en cause jamais la légitimité. C'est 5%, et Netanyahou qui laisse faire et qui vote avec eux parce qu'il sait que s'il leur donne pas ça, il passe à la trappe. Donc, voilà. Donc ça marche comme ça. Tu fais où le Seder ? Ce soir, c'est le Seder. Chez ma belle famille. On va chez les parents de mon fiancé. Vous faites le Seder Keil Chato ? Vous lisez tout ? Je sais pas. Avec le lavage de mains avec, Non, je pense pas. Enfin, ils sont tradis et tout, mais je pense pas. C'est surtout pour les enfants, en vrai, c'est des traditions. Et toi ? Moi, je le fais chez les parents de ma femme, ma belle famille. C'est toujours les mêmes. On vient. C'est un peu le bordel, mais ils essayent de lire. Moi, j'aime pas lire. J'aime pas lire en hébreu de vive voix. Ouais, je te comprends. J'ai toujours l'impression que je lis mal. Tu peux y aller en faisant genre t'as la voix cassée, tu peux pas parler. Faudra trouver une astuce. Et non, et donc j'aime. C'est trop long. C'est trop long. Faudrait faire non. Et puis surtout, on attend de voir combien de... Là, je suis étonnée qu'on n'ait pas encore eu de sirène pendant qu'on fasse ce podcast, mais en tout cas, on va espérer ce soir... C'est incroyable. On va espérer ce soir, ils vont pas trop nous déranger. Et on vous souhaite à tous Chag Sameach, ceux qui fêtent partout dans le monde. Avec kasher. Et mangez vos matzot. Moi, quand j'étais petit, il y avait des matzot. Il y avait les matzot, tu sais, dans les boîtes rouges. Et il y avait, mon père, je sais pas où il trouvait ça, il y avait des espèces de gâteaux à l'orange comme ça. Je sais pas si tu vois. Ouais. Non, mais les gâteaux de Pessar, c'est tout un concept. Ça, c'était un truc, mais il ramenait ça à chaque fois. Si vous avez la réponse pour Ronnie, d'où ça vient, ces gâteaux. Non, mais c'est le seul truc, tu vois, qui me reste de Pessar en France quand j'étais petit. Les gâteaux à l'orange. Voilà. Donc là, on vous tiendra au courant de comment ça s'est passé. En tout cas, prenez soin de vous, Chag Sameach, et surtout que ce soit Am Israël Chai. À la semaine prochaine. Jingle, on voit le jingle. Let's go. À la semaine prochaine. Shana Tova. Shana Tova. T'as vu le jeu de mots pourri ? On l'a jamais fait, celle-là. Allez, Chag Sameach. Ciao.